Bonsoir et bienvenue dans ce webinaire sur le thème HPI multipotentiel, comment devenir, et j'ai mis un petit re entre crochets pour dire devenir ou redevenir un entrepreneur à succès. Bienvenue à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Et au passage, j'en profite pour vous dire que j'ai tendance à parler assez vite, à donner un contenu assez dense. Donc n'hésitez pas, pendant que je vais parler pendant ce webinaire, au travers du système de questions-réponses, de me dire si vous avez besoin de revenir sur certains sujets ou pourquoi pas aussi de me faire part de vos commentaires. Alors, le chat n'est pas activé, Adeline. Effectivement, vous pouvez en fait transmettre vos messages, transmettre vos questions, et donc moi, je reprendrai oralement toutes vos questions pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Donc, comme le temps est vraiment très réduit dans ce webinaire, j'ai pas la possibilité de laisser, on va dire, le temps à l'échange. Donc, j'en suis sincèrement désolé. Pendant ce temps-là, je vais saluer celles et ceux qui viennent d'arriver. Donc, Mathieu. Pierre-Étienne, Richard, Roxana, donc bienvenue à vous tous. Merci d'être présents. Alors, je vais partager donc mon écran pour cette présentation. Alors, en même temps que je vous parle et que je partage mon écran, vous allez me dire déjà aussi si vous voyez bien la présentation que j'ai lancée. Est-ce que vous la voyez bien à l'écran? Donc normalement, vous devriez voir une belle photo avec des petits entrepreneurs super-héros. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez? Oui, très bien, parfait. Merci. Merci Mathieu. Oui, donc ce que je voulais vous dire également, donc il va y avoir à peu près 30 minutes de présentation et à la fin, donc je garderai les 10-15 minutes de la fin pour, un, vos questions-réponses et deux, j'aurai aussi des petits messages personnels que j'ai préparés à l'attention de toutes celles et tous ceux que j'ai eus au téléphone avant ce webinaire. Voilà. Au menu de ce soir, eh bien, ça va être assez simple. Si ça veut bien démarrer avec mes petites flèches. Voilà, je pense que ça va se lancer. Ça va se lancer comme la fusée, voilà, d'Apollo Conseil. Au menu de ce soir, ben, trois choses. Je vais vous parler des atouts des entrepreneurs HPI. Alors c'est vrai que j'en ai pas mal parlé dans mes articles, mais je trouve que c'est toujours utile de revenir un petit peu dessus et de comprendre sur quoi vous pourrez demain vous appuyer pour ben, faire progresser finalement là où vous êtes peut-être un peu moins à l'aise. Je vais tâcher, j'en profite pour vous dire que je vais tâcher de lire en même temps vos commentaires vos questions. Voilà, mais peut-être que j'aurai un petit temps de retard de temps en temps. Deuxième chose que l'on fera, je vais parler donc des faiblesses des entrepreneurs HPI, même si je n'aime pas trop ce mot de faiblesse parce que je trouve que on peut toujours progresser dans ses faiblesses, mais en tout cas voilà, c'est on va dire les points, peut-être les zones aveugles des entrepreneurs HPI. Et puis, bah, évidemment, ce qui vous intéresse le plus, c'est quelles clés pour devenir ou redevenir un entrepreneur HPI à succès. Alors, je n'ai pas voulu passer du temps sur qu'est-ce que j'entendais derrière le mot d'entrepreneur. Pour moi, j'y mets un peu toutes les catégories, que ce soit l'indépendant, que ce soit quelqu'un qui se lance sur une start-up, que ce soit quelqu'un qui se lance sur une activité tout à fait classique, que ce soit quelqu'un qui va lancer une activité avec l'ambition de manager, de recruter et de manager. Dans mon esprit, tout ça, c'est un entrepreneur. Donc, je regroupe ça sous ce vocable, mais bien évidemment, ça revêt plein de situations différentes. Oui, point de vigilance. Merci Cyril. Voilà, on va dire ça comme ça. Très bien. Et au passage, avant d'attaquer par tout ça, je voudrais commencer par une petite anecdote personnelle. Alors ça, cette photo, c'est en fait une photo de moi qui date de 2001, donc il y a 23 ans. Et pourquoi je vous mets cette photo-là? Parce que en fait, je voudrais revenir un peu en arrière sur ma carrière. Alors c'est pas tellement ça qui est intéressant, mais c'est de vous expliquer en quoi ma carrière et mon histoire personnelle pourra vous éclairer vous. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter? Qu'est-ce que j'avais à vous raconter me concernant? En fait, j'ai eu, moi, des parents instituteurs. J'ai été un pur produit du système scolaire. Donc, d'une certaine façon, j'ai suivi les rails parfaitement pour ma carrière professionnelle. Je suis devenu ingénieur et j'ai commencé chez PSA Peugeot Citroën, donc dans l'automobile. Pourquoi? Bah, parce que j'adorais, on va dire, l'automobile à l'époque, un petit peu moins maintenant. Et PSA Peugeot Citroën, c'était à la fois une entreprise qui était réputée comme dynamique et en même temps comme très rassurante. D'ailleurs, on l'appelait à l'époque la grande famille.
Alors, vous voyez à quel point la grande famille, c'est plutôt quelque chose de cocoonant et d'accueillant. Et moi, j'ai appelé ça plus tard, PSA Peugeot Citroën. Alors, un petit peu à la fin de ma carrière, mais surtout après, quand j'en suis sorti, j'ai appelé ça le fonctionnariat du privé. Voilà, pour vous dire à quel point, à l'époque, quand on rentrait chez PSA, on y rentrait pour y faire sa carrière. Même si ça a bien changé depuis. Et donc, dans cette carrière d'ingénieur, j'ai fait 10 ans dans l'automobile, j'étais particulièrement éloigné à cette époque-là. On pourrait dire j'étais même à l'opposé d'une carrière entrepreneuriale. Et du coup, l'entrepreneuriat, moi, je voyais ça comme un monde inconnu et quasiment inatteignable. Donc, voilà. Alors, je continue toujours sur mon histoire et peu avant de quitter l'automobile, j'ai commencé à me former au pilotage des petits avions. Et dans le pilotage des petits avions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une caractéristique particulière, c'est qu'on vous laisse piloter seul votre avion bien avant d'être licencié, bien avant d'avoir votre permis de conduire des avions. Et donc, c'est un apprentissage où vous devez prendre de grosses responsabilités et vous prenez sans cesse des responsabilités et des décisions. Vous apprenez par exemple à faire un atterrissage en campagne en cas de panne moteur. Et vous simulez la panne moteur jusqu'à 10 mètres du sol. Donc ce sont des apprentissages extrêmement responsabilisants. Et en fait, cet apprentissage, pour moi, a été un véritable déclic personnel dans ma carrière. Il m'a permis de vraiment prendre confiance en moi. Et du coup, ça a été un peu déclencheur. C'était pas le seul, bien sûr, mais ça a été le déclencheur de mon départ de chez PSA. Et en quittant PSA, je savais pas exactement où j'irais, mais j'étais passionné par plein de choses. Mais entre autres, j'étais passionné d'éducation. Et j'ai pris un poste de directeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé dans le domaine de la logistique industrielle, qui était quand même la continuité un peu de ma carrière d'avant. Et ce poste était rattaché à une chambre de commerce, à Rennes en particulier. Et je faisais donc partie, en tant que directeur de cette école, du comité de direction de la CCI. Donc j'avais en fait une double situation, à la fois beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté en tant que directeur de cet établissement. On pourrait dire aujourd'hui directeur d'une business unit. Et en même temps, j'étais rattaché quand même à un DG avec des services support, donc c'était très rassurant pour moi. Et en 2005, j'avais fait donc 5 ans dans ce poste-là, ça s'était très bien passé. Mon DG m'a rapatrié, si je puis dire, au siège de la Chambre de commerce. À l'époque, cette école était à 70 km du siège de la CCI. Et j'ai commencé à faire autre chose. Euh, et j'ai pris la direction du pôle entrepreneuriat et innovation où, notamment, dans mes fonctions, je devais accompagner les futurs créateurs d'entreprises. Et en accompagnant les créateurs d'entreprises, j'en ai accompagné des centaines, j'ai aussi travaillé sur l'évolution du métier d'accompagnement. Alors, vous voyez que tout ça, c'était quand même assez amusant de me dire que sans avoir jamais moi-même exercé dans l'entrepreneuriat, sans m'être jamais lancé personnellement dans l'aventure entrepreneuriale, eh bien, j'accompagnais des entrepreneurs. Et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que j'avais vraiment le sentiment, je me disais, mais qu'est-ce que tous ces gens qui créent leur entreprise et qui réussissent ont de plus que moi, euh, alors que, certes, je m'étais jamais lancé, mais en même temps, j'avais vraiment le sentiment d'avoir plein de capacités que peut-être certains n'avaient pas. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce sujet? Et en même temps, en 2001, j'avais intégré un groupement d'entrepreneurs qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. C'est d'ailleurs une référence que je vous recommande. En fait, c'est un mouvement d'entrepreneurs, plus qu'un groupement, un mouvement apolitique dont le but est de faire progresser les entrepreneurs, faire progresser les dirigeants, bien sûr dans leur management, mais d'une façon générale dans leur attitude, dans leur capacité, dans leur performance et avec on va dire, signature en emblème, c'est mettre l'économie au service de l'homme et pas l'inverse. Et en fait, en côtoyant pendant 11 ans des dirigeants au CJD, je me suis rendu compte là aussi que je côtoyais plein de dirigeants, plein d'entrepreneurs qui avaient créé, qui avaient repris une entreprise. Et je me disais, mais là aussi, qu'est-ce que j'ai de moins que tous ces entrepreneurs qui ont créé, repris une entreprise et qui réussissaient très bien. Donc je me disais à un moment donné, vraiment, je commençais à m'interroger sur moi. Euh, et il m'a fallu quand même 10 ans
dans ce poste d'accompagnement des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises avant de me lancer moi-même. Et encore, ça s'est passé un peu contraint et forcé, puisque dans le fond, c'est parce que j'ai été licencié. Alors, quand je dis que j'ai été licencié de mon emploi, je crois que j'ai tout fait pour être licencié, parce que au bout de 10 ans, je me reconnaissais plus dans les valeurs de cette entreprise, entre guillemets, de cette entité. Je me reconnaissais plus dans le côté politisé, le côté un peu sclérosé aussi. Ça bougeait vraiment pas beaucoup à mon sens. Et puis, je crois que j'avais aussi besoin de faire autre chose, mais j'avais terriblement peur de me lancer. Et ça, je vais y revenir. C'est un sujet. Je pense que j'avais une forme un peu de peur de l'insécurité financière. À l'époque, je gagnais bien ma vie, très bien ma vie. Et en fait, oui, j'étais un peu pétrifié à l'idée de me dire, mais et si jamais ça marche pas, et si jamais il me faut beaucoup de temps avant que ça fonctionne. Voilà, c'est un sujet sur lequel je vais revenir. Est-ce que vous m'entendez tous bien, toujours? J'ai pas de message, mais je pense que vous buvez peut-être mes paroles. N'hésitez pas à intervenir hein, non pas sur le chat, mais sur les questions, via les questions-réponses. Ok, ça marche. Très bien. Merci. Alors, dans la continuité de ça, et avant de rentrer là encore dans le vif du sujet, je voulais vous dire que, en fait, l'aventure entrepreneuriale crée chez moi, et vous l'avez senti hein, depuis le début de mon anecdote personnelle, des sentiments contradictoires. D'un côté, j'étais très attiré par cette aventure-là, et de l'autre, j'avais des peurs, j'avais des freins, je me disais que j'étais pas prêt. Alors en plus, il y avait un autre souci, c'est que je savais pas dans quoi me lancer. Et ça, je pense que ça peut concerner pas mal de HPI ou de multipotentiels. Et puis, bah, en fait, depuis que je suis indépendant, je réalise à quel point j'ai plein d'atouts pour développer mon activité, l'anticipation, j'ai un sens aigu de mon marché, j'ai une réactivité extrêmement importante, j'ai beaucoup d'autonomie, donc je suis capable de me lancer dans pas mal de choses. J'ai pas besoin finalement de faire appel à tant de personnes que ça autour de moi, de spécialistes pour m'aider à avancer. Là où quand j'étais rassuré par les services support de la CCI, eh bien, quelque part, c'était très confort. Je pense que j'ai une grande écoute du client et l'écoute fait partie aussi des qualités hein, des HPI. Mais surtout, il m'a fallu du temps pour réaliser que ma cible devait être les personnes HPI comme moi. Des entrepreneurs innovants, plutôt comme moi, des personnes différentes. Il m'a fallu du temps pour comprendre quand et comment relancer un prospect. Alors ça aussi, ça fait partie hein, des difficultés de l'entrepreneur HPI, c'est la relation commerciale en général, et pas seulement dans la prospection, mais aussi une fois que les choses sont engagées. Euh, donc, par exemple, dans cette relation commerciale, comment relancer un prospect ou un client sans tomber dans l'excès, ni tomber dans l'excès inverse de dire il va bien finir par me rappeler. Voilà, j'ai pris aussi conscience que mes clients entrepreneurs HPI établis ont eux aussi leur lot de difficultés, et ça, je vais y revenir un petit peu après. Alors, pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là? Ben, parce que j'ai perdu tellement d'années entre le moment où je vais dire même, pas seulement au moment où je me suis lancé, mais avant de me lancer, finalement, j'ai perdu tellement d'années à me dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis fait pour ça? Suis-je capable? Suis-je compétent? Dans quel projet me lancer? Et comment est-ce que je vais faire pour me vendre alors que j'ai du mal déjà à m'accepter moi-même? Donc vraiment, mon but de cette anecdote, c'est de vous alerter sur le fait que de prendre conscience que vous pouvez perdre du temps vous aussi, sauf si, comme moi, vous avez fait, on va dire, alors c'est vrai, oui, pardon, il y avait une chose que je voulais rajouter parce que en général, effectivement, les HPI sont très doués pour tout faire tout seul et très bien, sauf pour une chose, pour avoir une conscience d'eux-mêmes et surmonter certaines difficultés personnelles, comme par exemple le fait d'entreprendre. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, les HPI sont tellement persuadés, ont tellement envie d'être comme les autres que du coup, finissent par se croire comme les autres et ils ont une mauvaise analyse de leur propre situation et de la perception de leur capacité à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça les empêche d'être pleinement performants en fait, hein, en tant qu'entrepreneurs. Alors, je vais regarder, jeter un œil en même temps à vos questions. À quel moment l'identification HPI a-t-elle été faite? Alors pour moi,
c'est assez particulier. Globalement, ça s'est fait à 50 ans quand j'ai quitté mon dernier emploi. Et ça s'est fait, on va dire, par tout un tas de croisements d'informations. Ça n'a pas été conscient immédiatement. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre extrêmement fréquemment. En général, soit les personnes ont été testées, soit elles ont des enfants qui ont été testés et ça les a poussés à, ou ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui leur dit, écoutez, dans le cadre d'un accompagnement qui n'avait rien à voir avec le HPI, qui leur dit, écoutez, intéressez-vous à ce sujet-là, et du coup, ça va assez vite. Mais sinon, on a tendance à tourner autour du pot, un peu comme une bille qui tourne dans un bol, et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Oui, cible atypique, Karine, je vais en reparler, mais on va dire cible atypique, ça peut être une cible de HPI tout simplement, hein, comme nous. Alors, j'avais dit que j'avancerais. Donc, les atouts de l'entrepreneur HPI, je vais commencer par l'autonomie. Oui, effectivement, c'est non seulement une aptitude naturelle chez les HPI, mais c'est aussi une valeur profonde des HPI d'être autonome. Ils veulent jamais dépendre de personne. Ils ont besoin de liberté et donc cette autonomie est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs ce qui les conduit à être très vite et souvent mal à l'aise dans un environnement de salariat. Donc voilà ce qui conduit aussi beaucoup de HPI à se poser cette question-là. Surtout si en plus la hiérarchie a un poids assez fort, qu'on est face à une micro-hiérarchie ou du micromanagement, bien évidemment, là, c'est encore plus fort. Deuxième qualité, deuxième atout qu'ont les entrepreneurs HPI, c'est l'esprit responsable. Je vous parlais un petit peu de cet esprit responsable quand je vous parlais de mon aventure avec le pilotage des avions. En fait, les HPI sont très authentiques et sincères. Ils sont très entiers. Et donc, ils peuvent pas concevoir le fait de ne pas assumer pleinement leurs actes. Donc ça veut dire quoi? C'est la définition d'être responsable. Et c'est très cohérent aussi avec le fait d'être autonome. Justement, quand j'apprenais à piloter les avions, le plus grand plaisir, c'était de sentir comment l'avion bougeait à droite quand j'orientais le manche à droite, à gauche quand j'orientais le manche à gauche, vers le bas quand je le poussais et vers le haut quand je tirais. Et donc, c'est ça pour moi être responsable, c'est sentir qu'on ne doit son avenir qu'à soi-même. Et le fait que je tenais, moi, dans cet avion, ma vie entre mes mains, ça constituait en plus un challenge extrêmement enthousiasmant. La troisième qualité des entrepreneurs HPI, c'est qu'ils ont besoin de liberté. Alors vous allez me dire, c'est un besoin plus qu'une qualité, mais en même temps, cette liberté de penser est une vraie qualité. Euh, Quoi de mieux qu'être entrepreneur pour être libre, hein. Donc c'est aussi, on va dire, le contexte idéal pour être libre. Mais le fait d'être libre est très important pour pouvoir avancer quand on est entrepreneur, parce que si on n'est pas libre de sa pensée, on n'a pas la lucidité pour développer son entreprise. Donc ça, c'est absolument essentiel de mon point de vue. Vous allez me dire, quand on est entrepreneur, on peut pas tout choisir. On peut pas être, on n'est pas complètement libre. En réalité, on peut aussi choisir ses clients. Et ça, c'est un sujet sur lequel je pourrais revenir dans vos questions. Autre qualité, il est ultra adaptable et il est en progrès continu. Le HPI adore apprendre, c'est un champion de l'adaptation. Je dirais, moi, je les appelle même des caméléons professionnels. Et donc, comme ils adorent apprendre, bien évidemment, le processus de progrès continu, c'est quelque chose de naturel et je dirais même inconscient. Donc, en réalité, quand on leur parle de progrès continu, ils se disent, ah bon, il faut que je fasse quelque chose de plus. Donc, alors, comme ils sont toujours dans l'apprentissage, ils se disent, ah oui, il faut que j'en fasse encore plus. Ils se mettent le niveau d'exigence encore plus élevé. Mais en réalité, c'est déjà ce qu'ils font complètement naturellement, bien mieux que tous ceux qui parlent de progrès continu. Donc ça, c'est évidemment essentiel dans un monde qui bouge en permanence et qui plus est, de plus en plus vite. Alors, ils sont aussi extrêmement polyvalents. Comme ils adorent apprendre, ils sont capables de s'adapter à tout un tas de tâches. Or, bah oui, un entrepreneur, euh, c'est vraiment un chef d'orchestre, hein, d'une certaine façon. Même s'il y a certaines phases où il fait certaines choses et d'autres phases où il fait d'autres choses, certaines phases dans la phase de création, il faut être peut-être encore plus polyvalent que dans la phase de développement. Mais néanmoins, une fois que la phase de création est passée et qu'on est en phase de développement et en phase de stabilisation, eh bien, il faut être à la fois, on va dire, concepteur de produits et services, parce qu'il faut quand même se réinventer en permanence. Il faut tout à la fois être commercial pour vendre ses produits ou services. Alors, peut-être un peu moins après quand on va recruter. Il faut produire, il faut être gestionnaire, il faut même être un bon gestionnaire. Il doit être aussi planificateur et organisateur de son temps. C'est vraiment le temps, c'est vraiment un élément clé des entrepreneurs.
Et même, alors oui, autre chose que j'ai oublié, c'est bien évidemment, de temps en temps, il doit être manager. Alors, même si on n'est pas forcément en situation de manager, même si on n'a pas de salarié avec soi, on doit aussi manager ses clients, manager ses partenaires, manager ses fournisseurs. Donc, d'une certaine façon, voilà, c'est ça la polyvalence du HPI. Et même quand l'entrepreneur HPI va se développer et qui va faire appel à un expert comptable, un juriste, etc., il doit quand même être capable de s'adapter, de comprendre le langage de ces différents experts pour pouvoir les choisir, pour pouvoir travailler avec eux efficacement. Donc on voit à quel point la polyvalence est essentielle. L'autre point, évidemment, l'autre qualité de l'entrepreneur HPI, c'est qu'il est créatif et innovant. Alors effectivement, tous les êtres humains ont on va dire la pensée en arborescence, mais les HPI encore plus. Et donc c'est ce qui fait qu'ils ont tendance à euh, faire des liens entre des idées, entre des sujets, entre des domaines qui n'ont a priori rien à voir. Et donc, naissent de tout ça des idées innovantes et je dirais même des intuitions innovantes. Et comme en plus ils s'ennuient vite, eh ben, ils adorent inventer de nouvelles choses. Ils sont même passés maîtres en la matière de l'invention. À moins que leur environnement ne les ait progressivement éteints. Alors c'est quelque chose qui peut arriver. Effectivement, on trouve une forte concentration de HPI, de multipotentiels, dans les métiers d'innovateurs, dans les métiers de créatifs, et en particulier, par exemple, dans le domaine artistique. Alors, je prends l'exemple de Léonard de Vinci, parce que lui, il était à la fois artiste et, on pourrait dire, ingénieur, inventeur, entrepreneur. Donc, il avait un peu tout ça. L'autre dimension, l'autre atout des entrepreneurs HPI, c'est qu'ils sont visionnaires ou des HPI en général. Alors, je vous parlais des intuitions. Euh, les HPI adorent anticiper, donc ils ont toujours un temps d'avance, voire 2 à 3 temps d'avance. C'est un mécanisme là aussi qui est tout à fait commun chez l'homme, mais dans le cas des HPI, c'est beaucoup plus développé. Et donc forcément, ils sont de grands visionnaires. Ils ont des intuitions régulièrement. Alors c'est une histoire que j'ai déjà racontée dans d'autres webinaires, mais je voudrais quand même vous la conter dans les années, tout début des années 90, alors que j'achetais beaucoup de CD de musique, et je me disais, mais que c'est dommage d'avoir tous ces CD de musique à empiler les uns dans les autres, à être obligé de sortir cet objet en plastique qui au passage a consommé du pétrole. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, puisque c'est de l'information numérique, des zéros et des 1, comment est-ce qu'on pourrait stocker tout ça sur une espèce de petite boîte où il y aurait tous nos CD? Donc en fait, j'avais inventé 10 ans avant le lecteur MP3. Sauf que à l'époque, je n'étais pas du tout dans la logique entrepreneuriale. Je savais pas du tout comment faire. Je croyais pas du tout dans mes intuitions et mes visions. Donc j'ai laissé tomber. Mais fondamentalement, j'avais eu cette vision, cette intuition 10 ans avant. Alors c'est évidemment pas pour me faire mousser. Je sais que tous les HPI sont dans cette situation-là. Et vous, en particulier, vous avez régulièrement des intuitions. Sauf que vous n'y faites pas toujours confiance. Vous êtes réactif et plus rapide que la moyenne. Alors, la vitesse, c'est ce qui caractérise le HPI, c'est d'aller plus vite que la moyenne. Alors, pour vous, peut-être, ça vous semble normal, mais vis-à-vis de 95% ou 90% de la population, ça n'est pas une vitesse normale. Donc, dans un monde, là encore, qui va à toute vitesse, qui est en accélération, eh bien, être réactif et plus rapide que la moyenne, c'est évidemment un atout considérable. Oui, alors j'avais une petite anecdote à ce sujet. J'ai accompagné un peu après le début du Covid un entrepreneur qui était dans le domaine du numérique. En particulier, il organisait des salons professionnels. Alors, il organisait la partie informatique et vidéo des salons professionnels. Et lorsque le Covid est arrivé, le premier confinement, début 2020, eh bien, tout son business model est tombé complètement à zéro. Il avait 50 personnes et il pouvait quasiment fermer son entreprise du jour au lendemain. Et qu'est-ce qu'il a fait pour vous dire à quel point il a été réactif? Il s'est réuni avec, enfin, surtout avec son associé, ils étaient deux. Je pense que son associé devait aussi être un peu coloré HPI. Et en quelques heures, ils ont inventé juste une idée, ils ont eu une vision, ils se sont dit, mais après tout, les salons professionnels peuvent continuer en distanciel. Et donc, ils ont inventé les salons professionnels en distanciel et ils ont inventé les services qui allaient avec. Voilà. Et donc, et comme ils se sont rendus compte qu'ils étaient facilement, eux, adaptables avec leurs compétences sur ce genre de service, eh bien, ils ont fait un virage à 180 degrés en l'espace de quelques jours et ça a eu presque aucun impact sur leur chiffre d'affaires. On voit bien à quel point, s'ils n'avaient pas été HPI multipotentiel, eh bien, peut-être très certainement son entreprise serait disparue.
ou alors peut-être acheter avec des compétences pour faire autre chose. Ils sont aussi très exigeants et donc très performants. On a un haut niveau d'exigence et ce haut niveau d'exigence, eh bien, parfois trop d'ailleurs, mais c'est ce qui nous conduit à chercher toujours plus de performance, à nous remettre en cause en permanence pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Ils ont aussi une forte sensibilité et cette forte sensibilité, eh bien, elle est très utile pour identifier les évolutions de son marché. Euh, Ils savent par exemple capter ce que moi j'appelle les signaux faibles et identifier parmi tous ces signaux faibles ceux qui auront un impact important sur l'avenir de leur marché. J'avais eu par exemple aussi une cliente qui était dans le domaine de l'éducation et elle m'avait dit qu'en fait, bien longtemps avant ses concurrents, elle avait senti l'importance des certifications pour pouvoir continuer à obtenir des clients qui seraient financés par leur organisme de formation, enfin par leur organisme de financeurs plus exactement, grâce au fait que elle, en tant que patronne, avait obtenu des certifications, notamment certification Datadog qui est devenue Calliope. Donc là, on voit bien effectivement qu'elle a pu surfer sur cette vague-là et être en avance sur son marché grâce à sa sensibilité. Et puis aussi, ce sont les HPI pour quand ils sont en situation de manager, et ce sont des managers qui favorisent l'initiative. Ils ont tendance à aimer mettre en avant les autres, à aimer mettre en avant les forces des autres, les forces de tous leurs collaborateurs. Alors ça peut être vrai aussi pour des partenaires, hein, parce qu'ils sentent bien que ça va faire bénéficier toute l'organisation et toute l'équipe si effectivement ils travaillent en équipe. Sur le management, les HPI ont plein d'autres atouts, mais c'est pas l'objet de ce webinaire, donc je vais pas forcément détailler ça. Alors passons maintenant aux faiblesses. Alors la première faiblesse de l'entrepreneur HPI, c'est qu'il a du mal à se vendre. Alors j'ai volontairement utilisé cette image un peu du bonimenteur du siècle dernier, voire du siècle d'avant. Là, en l'occurrence, c'était l'huile de serpent. Alors je ne sais pas si l'huile de serpent a une vraie utilité ou pas, mais de mon point de vue, c'est vraiment l'image du bonimenteur. Alors pourquoi en fait le HPI a du mal à se vendre? Effectivement, il a tendance à se voir un peu, à voir la vente à l'image de ce bonimenteur, à l'image, je vais dire, des commerciaux purs et durs, qui sont ceux que l'on voit le plus facilement, qui sont les plus fréquents, qui sont les plus visibles aussi, mais qui sont aussi les plus caricaturaux. Et donc, ces commerciaux purs et durs sont complètement à l'opposé de leurs valeurs d'authenticité, leurs valeurs de sincérité. Et comme en plus un HPI a tendance à voir ses clients à sa propre image, comme il a tendance à voir les autres à sa propre image, il voit ses clients très exigeants et donc il se dit, ouh là là, ça va être très difficile de vendre à ses clients. En fait, ses clients sont pas forcément aussi exigeants que lui. Peut-être s'il choisit des clients comme lui, mais pas toujours. Et donc, il s'imagine que son produit ou son service sera pas à la hauteur de sa clientèle. Ça le paralyse du coup pour argumenter dans son processus de vente. Et donc, ça renforce encore plus sa croyance qu'il va avoir du mal à vendre. Donc, on voit bien que ça peut être aussi un cercle vicieux. N'hésitez pas, hein, je ne vois plus de questions, de commentaires, mais n'hésitez pas à continuer à commenter ou à questionner. En même temps, j'essaye de surveiller le petit compteur de questions-réponses. Oui, alors qui plus est, donc les HPI, ils ont une tendance à l'auto-sabotage. Ils ont déjà une tendance au sentiment d'imposture, mais parfois au sentiment à l'auto-sabotage, parce que d'une certaine façon, l'auto-sabotage vient confirmer les perceptions que peuvent avoir certaines personnes extérieures des HPI, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas leur mode de fonctionnement. Alors, pas de questions. Je me reconnais tellement, Cyril. Merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, en plus, comme ils ont horreur de vendre, eh bien, ils vont avoir tendance à ne pas se former à la vente. Alors, moi, je me souviens, c'était mon exemple à moi, pendant des années, j'ai cherché à vendre mes produits et services. Alors, pas quand j'étais coach de HPI, mais avant, et je me suis surtout pas formé à la vente parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais m'ennuyer dans une formation à la vente? Ça va vraiment être un truc que je veux absolument pas faire. Donc, on voit bien à quel point il peut y avoir un espèce de frein supplémentaire. Et quand j'ai commencé à me former au coaching, il se trouve que la formation coaching que j'ai faite était extraordinaire et il proposait une formation vendre du coaching. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut parce que comme ce sont de très bons formateurs, je me suis dit vraiment leur formation vendre du coaching il va être super.
Et j'ai pas été déçu, même si, dans le fond, aujourd'hui, je peux dire que c'était insuffisant pour moi parce que j'estime qu'une bonne formation pour vendre ses produits pour des HPI entrepreneurs doit aussi intégrer la dimension HPI. Et donc ça, c'est quelque chose au passage dont je vous parle. C'est une formation que je suis en train de préparer. Je veux dire, pour des coachs ou des consultants qui cherchent à se vendre, ou pour des indépendants HPI qui cherchent à se vendre, c'est un complément spécifique pour les entrepreneurs HPI, c'est se vendre en tant qu'entrepreneur HPI. Pourquoi est-ce que les HPI doutent autant d'eux-mêmes? Alors, Delphine, oui, ils doutent beaucoup d'eux-mêmes parce que ils ont vécu une grande partie de leur vie à recevoir de la part des autres, et les autres, c'est 98% de la population, y compris parfois de leur famille, leurs proches, qui sont censés les accepter comme ils sont. Ils ont reçu de l'incompréhension, du rejet, voire de la jalousie. Et donc, comme en plus ils sont très empathiques, ils ont besoin d'être intégrés et acceptés, ben, ils vont avoir tendance à vraiment croire les autres et ils vont avoir tendance à euh, chercher à s'adapter aux autres. Donc voilà pourquoi, effectivement, ils finissent par penser qu'ils sont nuls. Alors comme en plus ils ont un très haut niveau d'exigence, tu vois, Delphine, qu'est-ce qui est cette mécanique un peu de cercle vicieux qui se rajoute? Alors, euh, oui, alors beaucoup de clients à HPI me disent j'ai horreur de la prospection à froid. Euh, En réalité, la prospection à froid donne assez peu de résultats, même en général pour un entrepreneur. Et comme en plus un entrepreneur HPI propose en général des services qui sont innovants, qui sont avant-gardistes, qui sont différents, la prospection à froid est absolument pas adaptée, on va dire, à l'entrepreneur HPI. Donc on voit vraiment comment aussi peuvent se construire des croyances, c'est-à-dire qu'on tente des tactiques qui sont pas du tout adaptées à notre situation. Alors, en plus de ça, en plus du fait qu'ils ont du mal à se vendre, eh bien, ils ont du mal, enfin, plus exactement, ils ciblent mal leurs prospects. Alors, pourquoi ils ciblent mal leurs prospects? Encore une fois, parce qu'ils se voient comme tous les autres, et donc ils se disent, ben, je vais m'adresser à tout le monde. Il n'y a pas de raison que je m'adresse à des gens différents. Et comme ils voient pas forcément leurs services et leurs produits comme différents, innovants, avant-gardistes, tout ça renforce leurs croyances. Et puis, il y a sans doute autre chose qui se rajoute, c'est que les HPI ont souvent une valeur d'universalité et d'équité. Donc, du coup, pour eux, c'est très important de s'adresser au plus grand nombre. Mais du coup, c'est un vrai piège, parce que quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse aussi à des gens qui ne sont pas faits pour vous, qui n'ont pas d'argent, qui sont des clients non solvables ou qui sont pas encore mûrs. Moi, j'entends des tas de mes clients me dire, mais en fait, je gagne pas bien assez ma vie. Enfin, c'est très dur. Je suis obligé de bosser beaucoup. Bah oui, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le détail? Ils me disent, ben je sais que je vends 2, 3, 5, voire 10 fois en dessous du tarif auquel je devrais me vendre. Et puis, je parle pas de ceux qui donnent leur service. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, ça m'arrive. Je sais que quand je me suis formé à faire ces webinaires, celui qui m'a formé m'a dit, mais Cyril, tu en dis beaucoup trop dans tes webinaires. Voilà. Donc, je vous le dis, j'en dis beaucoup trop. Et donc, forcément, à la fin de ce webinaire, vous allez vous dire, merci Cyril, c'était génial. Au revoir. Et en fait, non, je ne le crois pas. Mais il n'empêche, c'est quand même un travers extrêmement fréquent. Qu'est-ce que je voulais dire sur le ciblage euh, oui, alors effectivement, comme le HPI cherche aussi à se faire accepter par les autres, du coup, c'est aussi une raison qui fait qu'il a tendance à pas assez cibler ses clients. C'est que c'est tellement important pour lui de se faire accepter d'un grand nombre. Ça rajoute encore plus, hein, voilà. Autre point, ils ont un rapport paradoxal à l'argent. Alors ça, c'est le sujet de mon dernier article hein, qui est paru vendredi dernier. Donc je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais d'un côté, ils ont tendance à fixer des prix bien trop bas par empathie envers leurs clients. Et d'ailleurs, comme je disais à l'instant, parfois ils n'osent même pas se faire payer. Leur rapport à l'argent, en fait, il est conditionné par l'image qu'ils en ont au travers de ceux qui, de mon point de vue, en dépensent beaucoup souvent de façon ostensible, et ce qui est en déphasage complet avec leurs valeurs d'authenticité, de simplicité. Donc on voit là aussi que le HPI est très influencé par euh, les autres en général. Voilà.
Mais parallèlement, le problème, c'est que les HPI ont aussi besoin d'argent. Et peut-être même, je dirais, d'une certaine façon, ils ont un peu plus besoin d'argent que certains, que la moyenne. Pourquoi? Parce que, un, d'abord, ils ont des services qui sont tellement innovants qu'ils ont absolument besoin de beaucoup de temps pour se former, pour se renouveler, pour se ressourcer, pour se reposer. Pour laisser libre cours à leurs rêves, à leurs rêveries, à leurs pensées, en arborescence, etc. Et ça, c'est un sujet sur lequel je pourrais revenir. Donc, dans la mesure où vous avez besoin de plus de temps pour vous ressourcer, eh bien, forcément, le temps pour produire et le temps pour vendre, il est moindre. Donc, il faut d'autant plus se vendre assez cher. Et puis enfin, il y a ce rapport à l'insécurité financière. Alors, je ne vais pas pouvoir entrer trop dans le détail, mais bien évidemment, se lancer dans un projet entrepreneurial, ça crée de l'insécurité financière. Et il faut accepter l'idée que peut-être tout ce qu'on va investir, comme argent et comme temps, eh bien, sera peut-être perdu. En réalité, de mon point de vue, c'est un faux problème parce que je suis convaincu que le HPI, l'entrepreneur HPI, a de vraies capacités pour aller direct à la réussite. À une condition, c'est quand même de bien avoir conscience de toutes ces zones aveugles ou je ne sais plus comment le disait Cyril tout à l'heure, ces points de vigilance. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur l'insécurité, le sentiment d'insécurité par rapport financière? Euh, Qu'est-ce que je m'étais noté comme idée? Oui, alors l'insécurité financière, plutôt la conséquence du sentiment d'insécurité financière, c'est de se dire, si jamais je me lance dans ce projet, je risque de me retrouver encore plus financièrement à court d'argent. Et donc, parce qu'il sent bien que c'est un projet qui est complexe, innovant, avant-gardiste, etc. Et donc, le risque, c'est de renoncer à ce projet-là. Et s'il renonce à ce projet, il va peut-être aller sur un projet qui sera moins enthousiasmant. Et là, pour le coup, s'il est moins enthousiasmant, il va moins s'investir et ça va forcément moins réussir. Il sera moins performant. Donc, on voit bien que ça peut être un écueil extrêmement important. De mon point de vue, je dirais que peut-être si j'ai une suggestion sur le sentiment d'insécurité financière, moi je dis souvent que cette peur, il faut aller l'affronter de près, il faut aller la regarder les yeux en face pour, en quelque sorte, se rendre compte que peut-être, finalement, elle n'est pas si grave que ça, cette insécurité financière. À une condition, bien sûr, c'est d'avoir aussi les moyens de continuer à vivre correctement et de faire vivre sa famille, bien évidemment. Mais néanmoins, j'estime que, et c'est ce qui m'est arrivé, je suis passé par des phases, par une phase assez longue où je gagnais pas grand-chose. Euh, Plus rien à un moment donné. Alors c'était les acédiques, comme on dit, et puis à un moment donné, pas grand-chose. Alors j'ai été creusé un peu dans toutes mes réserves. Parfois, je me suis fait aider par mes proches. Et Dieu sait si, en fait, parfois, on se rend pas compte à quel point on peut se faire aider. Mais là aussi, le problème du HPI, c'est qu'il a horreur de solliciter de l'aide. D'abord, il pense que ça va le limiter dans sa liberté. Il pense qu'il va être redevable. Et trois, euh, il y avait une autre idée, mais qui m'a échappé. C'est pas grave. Oui, il pense qu'il mérite pas cette aide. Voilà. Donc, j'en termine sur le rapport paradoxal à l'argent, parce que je vais avoir besoin de vous parler rapidement. Je regarde ma montre en même temps. Oui, je suis déjà bien en retard. Ils ont tendance à se disperser. Alors, ben, les HPI s'intéressent à plein de sujets, dans plein de domaines. Ils sont particulièrement attirés par la nouveauté. Ils ont 1000 idées à la minute. Et en plus, ils ont absolument besoin de partager leurs idées au risque de les oublier. Donc, ils ont tendance à se lancer dans plein de projets à la fois, au risque d'en laisser tomber la plupart. Et forcément, ça aussi, ça a un impact un peu négatif sur leur propre confiance en eux, leur propre estime d'eux-mêmes, parce qu'ils se disent, oh là là, mais tu vois bien que tu lances plein de projets, tu finis jamais rien, donc tout ça, c'est assez mauvais pour l'estime de soi. Mais en plus de ça, quand on est entrepreneur établi, dirigeant, et j'en connais un que j'accompagne sur ce sujet-là, ça a tendance à le décrédibiliser aux yeux de ses équipes et de son quotidien. S'ils sont à l'état d'idée, bien du coup, ça va avoir tendance, l'entrepreneur ou le créateur d'entreprise va avoir du mal à passer à l'action. Voilà. Alors, je vais passer assez rapidement sur le cas des entrepreneurs établis parce que je crois que vous n'êtes pas si nombreux que ça.
Quand je dis établis, c'est ceux qui ont non pas, on va dire, une salle de conseil d'administration comme ça, mais plutôt qui managent. Donc voilà, c'est un sujet peut-être qui vous concerne moins et je sens que je suis en retard. Alors, comment faire pour redevenir un entrepreneur HPI à succès? La première chose, mon premier conseil, c'est de travailler votre estime de vous. Alors, pourquoi je parle de l'estime de soi? En fait, j'en ai beaucoup parlé ce soir. Pour arriver à mieux vendre et donc à mieux se vendre, ou plus exactement, pour arriver à mieux se vendre et donc à mieux vendre, il faut travailler son estime de soi pour se sentir parfaitement à l'aise vis-à-vis d'un client. Et j'ai en tête un échange avec l'un d'entre vous, je crois, ou l'une d'entre vous, qui me disait, quand j'arrive au moment où, dans l'échange commercial, et je sens que la phase de parler du prix, je ne parle pas de négociation, mais juste de parler de mon tarif, je perds complètement tous mes moyens. Donc, on voit bien que ça, c'est directement relié à l'estime de soi. Et de mon point de vue, alors il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet, mais c'est lié à notre très haut niveau d'exigence. C'est lié à ce que j'ai évoqué aussi, les réponses que j'ai faites à Delphine tout à l'heure sur le fait on se voit pas du tout bon. Et mes conseils, c'est de se fixer des ambitions atteignables et d'apprendre à célébrer ces petites victoires. Ça paraît rien, mais ce sont des éléments clés pour travailler sur son estime de soi. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir tout dire ce soir. Se fixer des ambitions atteignables, justement, bah oui, parce que il faut, par exemple, il faut aussi prendre conscience que on n'a pas besoin. Oui, alors qu'est-ce que je voulais dire sur ce sujet? Parce que effectivement, pour nous, se fixer des objectifs atteignables, c'est jamais très motivant. Donc du coup, comme on n'est pas motivé, on a tendance à s'ennuyer, on a tendance à laisser tomber. Mais il n'empêche que c'est une mécanique extrêmement importante pour pouvoir avancer. Oui, alors merci Eve, hein. Bien évidemment, je parle de HPI parce que c'est plus rapide, Euh, mais j'utilise très souvent le terme multipotentiel, hein. Seuls les multipotentiels peuvent comprendre les multipotentiels. C'est un peu vrai, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Comme tout, tout peut s'apprendre. C'est juste qu'en fait, euh, il y a une méconnaissance totale des modes de fonctionnement des multipotentiels dans notre société, et à commencer par nous-mêmes. Donc, comment voulez-vous que les autres aient une bonne connaissance du sujet si nous-mêmes, nous avons une mauvaise connaissance? C'était exactement mon cas, hein. Euh, C'est mon mari qui demande l'argent que je dois récupérer après un travail fait. Oui. Bon, donc voilà, effectivement. Mais sauf que, Ève, pour répondre à ta remarque ou à ta question, si je puis dire, ou ta remarque, le problème, c'est que c'est pas parce que quelqu'un te dit, mais au fait, il faut que tu récupères de l'argent quand tu fais ça, que on va le faire. Et donc, il y a un travail sur soi à faire. Alors, j'avance. Qu'est-ce que j'avais mis? Vente, renverser le paradigme. Oui, alors ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de prospecter. C'est le message que je vous passais tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait apprendre, et ça j'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous, à vous rendre visible auprès des personnes ou des entreprises qui ont le plus besoin de vous. Alors toute la question, c'est de savoir, c'est qui ces entreprises ou ces personnes qui ont le plus besoin de vous. Prenez conscience de votre avant-gardisme. Oui, encore une fois, vous êtes tous avant-gardistes. Tous, 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 sans exception. Vous êtes tous innovants. Et vous me dites tous, mais non, pas du tout. Bah, c'est normal ce que je fais. Oh oui, bien sûr, j'ai pas vu de gens qui le faisaient ou peu, mais bon, c'est comme j'ai eu l'idée, forcément, tout le monde a eu l'idée. Ben non, c'est pas du tout le cas. Et surtout, alors quand vous êtes avant-gardiste, vous vous adressez forcément à des clients plutôt avant-gardistes, une cible de clientèle un peu étroite. Et surtout, apprenez à ne pas plaire à tout le monde. Et ça nous ramène à la question de l'estime de soi. Formez-vous à la vente HPI. Alors, c'est le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas le redétailler. Ce que j'appelle la vente HPI, c'est formez-vous à la vente, mais adapté, sur une formation qui est adaptée à un public de HPI ou de multipotentiel. Alors, sur votre rapport à l'argent, euh, oui, alors, autre point, j'avais mis sortir du déni, prendre conscience de vos modes de fonctionnement spécifiques. On est très souvent dans une forme de déni qu'on est différent, et donc,
comme on est dans le déni de cette différence, eh bien, on ne se renseigne pas sur le sujet. Et en ne se renseignant pas sur le sujet, eh bien, on ne peut pas prendre conscience de nos modes de fonctionnement spécifiques. Oui, alors concernant le rapport à l'argent, ce que j'avais mis, c'est apprenez à prendre conscience que vos besoins d'argent sont liés justement à vos modes de fonctionnement spécifiques et qu'ils sont pas liés à un amour de l'argent. Et donc, du coup, arrêtez de culpabiliser sur cette question de l'argent. Et donc, forcément, ça suppose de travailler sur soi pour mieux connaître dans le détail vos modes de fonctionnement spécifiques. Et ce travail sur vous-même, vous permettra au passage d'arrêter de vous comparer aux autres. C'est une tactique, hein, qui vous convient absolument pas et qui vous rend moins performant en plus. Apprenez à contrôler votre cerveau. Bah oui, parce qu'effectivement, on a tendance à être un peu dans la dispersion. Et contrôler son cerveau, c'est pas simple, parce que c'est le cerveau qui demande au cerveau de se contrôler. Donc, ça demande un peu de schizophrénie. En réalité, et là aussi, c'est une formation que je viens de lancer, hein, qui est déjà sur mon site internet, où en fait, on peut juste tout simplement expliquer le fonctionnement du cerveau, ce qui fait que on peut avoir un regard méta sur son propre fonctionnement et du coup, mieux le contrôler. Je fais très très rapide. Alors, travailler votre gestion des émotions, ça c'est absolument essentiel. Je ne peux pas quitter ce webinaire sans vous parler de ça. La gestion, les émotions sont présentes partout. Et pour celles et ceux qui, quand je les ai au téléphone, me disent mais non non, c'est pas un problème. En réalité, quand on creuse, je me rends compte que c'est un vrai problème. Et en particulier le problème de la colère. Parce que, en général, on est soumis à la frustration et l'émotion de la frustration, c'est la colère. Qu'est-ce que j'avais mis sur les émotions? Ouais, voilà, je vais peut-être être un peu rapide parce que sinon je vais oublier de répondre à vos questions. Et bien évidemment, dernière chose, faites-vous aider. Alors pourquoi se faire aider? Parce que effectivement, comme je vous disais en tout début de webinaire, on a ces zones aveugles, on n'a pas conscience de ça, et même si on est très champion pour s'améliorer et progresser en permanence sur soi, sauf que on progresse si on a le bon diagnostic. Or, on n'a pas le bon diagnostic de départ. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, j'avais plein de messages personnels, mais comme il est déjà 45, 46, je vais juste regarder vos questions. Pourquoi n'est-ce pas motivant de se fixer un objectif atteignable? Bah, oui, parce que si c'est un objectif atteignable, c'est pas assez challengeant. On a besoin de challenge, on a besoin de défis en général. Alors peut-être que pour certaines personnes, hein, qui ont déjà travaillé un peu sur eux, ça peut être quand même motivant. Et bien évidemment, heureusement que ça peut être motivant quand même, mais c'est à condition justement d'apprendre à capitaliser sur ces premiers résultats, comme je disais. Alors, Dorothée, est-ce que si on sait se vendre, ça veut dire que nous ne sommes pas HPI? Non, bien sûr. Je connais et j'accompagne des HPI qui sont des commerciaux, donc, et qui sont de très bons commerciaux, parce que en plus, les HPI ont de bonnes qualités de commerciaux, parce que justement, ils savent très très bien écouter. Par contre, ils peuvent avoir des freins psychologiques. Voilà, en réponse à votre question, Dorothée, et n'hésitez pas à me dire, hein, si ça répond à votre question. Alors, un spectateur qui n'a pas mis son nom, ne pas plaire à tout le monde et savoir dire non parfois en prenant du recul. Oui, évidemment, hein, quand on dit ne pas plaire à tout le monde, c'est aussi savoir apprendre à dire non. Mais le problème, c'est que prendre du recul, apprendre à dire non et ne pas plaire à tout le monde, ça nous renvoie à la question de l'estime de soi. Et c'est un sujet qui est complexe. Encore une fois, je l'ai cité maintes et maintes fois dans d'autres webinaires. Oui, merci Karine. Euh, la problématique de l'estime de soi, moi, je me souviens quand je m'étais intéressé à cette question, pour moi, j'avais acheté le petit cahier d'estime de soi, qui est très bien fait au passage, hein, et j'avais cherché à faire tous les exercices, je les avais tous faits, et à la fin, j'avais l'impression de ne pas avoir avancé. Donc, de mon point de vue, là encore, c'est un accompagnement spécifique HPI. Ce que je n'ai pas dit en fin de webinaire, et j'ai un peu de retard, c'est que je propose à tout le monde, à toutes celles et tous ceux qui le veulent ou qui sont intéressés pour avoir un rendez-vous d'accompagnement personnalisé. Alors, je crois que j'ai une petite diapo là-dessus. Voilà, 30 minutes gratuit. Le but, c'est quoi? C'est un, d'avoir un diagnostic précis de votre situation. Deux, peut-être de clarifier des fois vos objectifs. C'est pas toujours si évident que ça. J'ai eu pas mal d'entre vous au téléphone qui me disaient, mais je sais pas exactement ce que je voudrais atteindre. Et puis surtout, trois, c'est une fois que ces objectifs sont un peu plus clairs, c'est d'avoir des pistes d'action concrètes. Voilà. Et donc, vous avez le lien qui est indiqué, mais je vous le renverrai par mail ce soir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ça va être forcément très, très court. Se faire aider par qui? Se prétendre multipotentiel est vu comme un manque d'humilité. Oui, Eve, je suis complètement d'accord. Se faire aider par qui? Je vais être très clair. Plutôt un coach qui va être en mode coaching plutôt qu'en mode conseil et un coach expert en HPI. Donc, quelqu'un qui a été lui-même, qui est lui-même HPI, qui a vécu ce que vous avez vécu. C'est être prétentieux alors que j'en souffre réellement. Ben oui, on est bien d'accord. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. N'hésitez pas à me mettre... Ah oui, alors attendez, il y a d'autres questions. Est-ce que tu interviens pour un jeune de 19 ans? Potentiellement oui, même si je sais que je vais donner une préférence à celles et ceux qui ont déjà eu un petit peu d'expérience professionnelle, mais pourquoi pas? Et pour répondre à ta question, Nathalie, je ne peux intervenir, ou en tout cas, je ne peux proposer, on va dire, un accompagnement que si ce jeune de 19 ans est demandeur. Voilà. Est-ce que tu diffuseras le replay? Oui, le replay va être diffusé dès ce soir. Prospecter à froid ne marche pas, mais il faut trouver des clients avant-gardistes. Il faut prospecter alors. Anthony, je vous propose d'en parler plus en détail, s'il me faudrait un petit peu de temps. Merci pour toutes ces informations. Oui, oui, bien évidemment, j'accompagne aussi les seniors. J'ai des gens qui vont jusqu'à, je ne sais plus quel est le plus âgé, mais 60 ans. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais arrêter le partage pour que vous voyez un peu plus mon visage. Merci à tous, vous étiez 23 ce soir sur la cinquantaine d'inscrits, donc c'est déjà super. Et encore une fois, alors prochain rendez-vous, ce sera le 16 avril. Voilà, et ce sera sur comment se définir un projet professionnel qui vous permette un plein épanouissement. Voilà, très très bonne soirée à vous. Merci et à bientôt.